Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? On en parle avec vous, Thomas, toujours. Aujourd'hui, on retourne à la montagne. Tout chousse, on y va. On va parler de l'immobilier dans les stations de ski. On continuera avec Philippe Lozeral, directeur général de Finsol Group, intervenant dans la constitution de patrimoine. Allez, on va tout vous dire sur comment bien investir en 2024. Et on terminera avec Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler d'obligations dans le monde financier. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et vous revenez, Thomas, sur la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qui a publié une étude sur l'immobilier dans les stations de ski. Quels en sont les principaux enseignements? Alors d'abord que les stations de ski sont réparties sur 391 communes. Elles sont implantées dans les différents massifs, les Alpes, le Jura, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges et la Corse. Elles sont peu peuplées à l'année, évidemment. Les 2/3 ont moins de 1000 habitants. En revanche, sont fortement dotées de résidences secondaires. Et alors, ça coûte combien les logements dans les stations de ski? Alors le prix est assez élevé, 3 933 € du mètre carré en moyenne. Oui, c'est cher. Au 1er novembre dernier, les prix ont nettement progressé depuis 3 ans. Donc la crise dont on parle ne touche pas les stations de ski, soit plus 30% en 33 mois. Et rien que pour 2023, l'augmentation a été de 4%. Alors, est-ce que ce sont des logements énergivores? Eh bien, c'est là où le bas blesse. Ces stations concentrent des biens gourmands en énergie, puisque les 3/4 ont une étiquette DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique E, F ou G. Du coup, ils seront progressivement interdits à la location. Et là, c'est ballot, c'est une véritable menace qui pèse sur les stations, en fait. Oui, en quelque sorte, parce que cette interdiction de louer menace l'activité économique globale de ces stations. Pas de location, pas de tourisme, pas d'économie locale. Du coup, l'urgence non dissimulée est de rénover au plus vite ces biens. Ensuite, le réchauffement climatique menace la quasi-totalité des stations de ski. La hausse des températures va entraîner des pertes importantes d'enneigement et l'enneigement artificiel ne pourra pas compenser cette pénurie. Jean-Marie, une petite colle pour un dimanche matin. Allez, d'après vous, quel est le massif le plus cher en immobilier de tous ceux que j'ai évoqués? Celui des Trois-Vallées, je vous dirais Courchevel. Les Alpes. Ah oui, le massif. En tout cas, je suis dans les Alpes. J'y suis. Voilà, je vous ai même donné la station, c'est la plus chère, vous verrez. Bravo. Et le moins cher, c'est la Corse. La Corse, oui. Voilà. Et c'est dommage, parce que c'est magnifique, en tout cas. Tout de suite, Thomas, justement, on accueille notre invité, votre grand témoin, c'est Philippe Lozeral, directeur général du groupe Finsol, qui a été créé en 92, qui intervient dans le secteur du conseil en constitution de patrimoine. Le groupe Finsol qui propose des solutions patrimoniales et qui pèse plus d'1 milliard de collecte en placement. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie, bonjour Thomas. Bonjour Philippe Lozeral. Alors votre métier, c'est de conseiller des personnes à se constituer une épargne. Alors, allez, je vais vous taquiner, c'est les paroles présidentielles, on parle beaucoup d'audace depuis quelques jours. Est-ce audacieux de tenter l'investissement en 2024 ? J'ai envie de dire, l'erreur, c'est surtout de ne rien faire. Ne rien faire, c'est être sûr de ne pas se constituer du patrimoine, c'est être sûr de ne pas préparer l'avenir, c'est être sûr de ne pas préparer sa retraite. On sait tous qu'il y a une crise des retraites, du financement des retraites. Si on fait rien, on est sûr de ne pas avoir grand-chose lorsque viendra cette période-là. Donc, être audacieux, c'est plutôt miser sur le fait que ça va bien se passer si on fait rien. Donc non, investir, j'ai envie de dire, ça devrait être la normalité. Si on était dans un pays où l'éducation financière était au centre des préoccupations, et ça devrait l'être, dans ces cas-là, ça deviendrait un réflexe. Investir, ça devrait être un réflexe dès son plus jeune âge. Oui, donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que tout ça, c'est aussi du temps long. Ce qui veut dire qu'il faut investir tôt, il n'y a pas de pédagogie. Alors ça veut dire que l'attentisme est donc la pire des solutions aujourd'hui. Comment on résout ce problème ? Par de l'éducation, par de l'information, par de l'accompagnement. La clé, elle est là, elle est dans l'explication. Pourquoi les gens n'investissent pas ? Ils n'investissent pas parce qu'ils ont peur, ils n'investissent pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer à la retraite. Ils font confiance à un système collectif, alors qu'aujourd'hui, on sait tous que ce système collectif nous mène dans le mur et qu'il va falloir préparer sa retraite, préparer le financement de son patrimoine. Sans quoi, on n'aura que des mauvaises surprises dans l'avenir. Donc ça passe essentiellement par de l'éducation et de l'information. Oui, c'est quelquefois aussi complexe, disons-le, et il n'y a pas toujours de bons conseils, quelquefois aussi. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a fait un investissement qui n'est pas terrible et qui a perdu de l'argent. On a tout ça en tête. C'est vrai, le repas de famille où on partage ces mauvaises expériences en matière d'investissement ou au contraire ces bons coups soi-disant.
c'est effectivement le moment le plus critique. Non, vous avez raison, il y a une certaine complexité et pourtant, il y a quelques principes de base que tout le monde comprendra quand on leur explique, qui vous permettent de réussir à coup sûr un investissement. Et je dis à coup sûr, ça ne veut pas dire qu'on a des rendements stratosphériques, ça veut juste dire qu'on a des rendements conformes au risque qu'on est prêt à prendre au moment où on investit. Alors on est encore en début 2024, justement c'est le moment des vœux, mais surtout le vœu d'investisseur. Quel est le bon investissement que vous pourriez nous préconiser à ceux qui écoutent ce matin l'émission, de savoir en 2024 que devraient-ils faire ? L'investissement, le bon investissement aujourd'hui, c'est celui qui est conforme à la durée que vous vous donnez. Ça, c'est le premier élément. C'est un principe de base. C'est si vous avez besoin d'argent à court terme, je vous recommanderais de ne pas investir et de garder cet argent disponible. En revanche, si vous projetez à long terme, là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, le bon investissement, il n'y a pas de recette miracle. Le bon investissement, c'est celui qui se fait de façon régulière. Alors, pardon, vous dites si on a besoin rapidement de liquidité, hein, oui. Concrètement, c'était votre premier propos, il ne faut pas investir, mais on peut le placer quand même. Alors, il faut le placer sur des livrets, sur de l'épargne monétaire, sur des livrets, les livrets A, le LDD, enfin le livret développement durable, le livret A, c'est effectivement le type de véhicule sur lequel il faut aller lorsqu'on a besoin de garder sa disponibilité, de pouvoir accéder tout de suite à ces fonds. Si on se projette à plus long terme, là, dans ces cas-là, on va être en capacité d'investir dans des contrats d'assurance vie, dans des contrats de plan d'épargne retraite qui vous permettent de préparer votre épargne pour justement cette période critique qu'est la retraite. Alors c'est important, on va donner à nos horizons temporels quand même à votre propos quand on dit on veut investir, il faut bloquer quand même combien de temps concrètement ? Parce que entre j'ai besoin tout de suite, je mets sur le livret A et du temps, c'est quoi le temps ? J'ai envie de dire en dessous de 5 ans, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça, la barrière, le seuil, c'est 5 ans. J'ai envie de dire oui, c'est 5 ans, ça va dépendre des véhicules. Si vous allez sur des véhicules immobiliers, vous serez sur des durées plus longues, plutôt sur des durées de l'ordre de 10 à 12 ans. Voire plus. Si vous allez sur des véhicules de type financier, ça va se situer entre 5-8 ans. Plus vous êtes sur une durée courte, moins vous pouvez prendre de risques. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième principe de base, c'est investir progressivement. L'investissement, ça se fait tous les mois. Préparer sa retraite, ça se fait tous les mois. Constituer son patrimoine, ça se fait tous les mois. Et en fonction de ses moyens. Et en fonction de ses moyens. Et c'est là que s'adresser à des professionnels qui ont cette démarche d'accompagner des investisseurs dans une logique de démocratisation du patrimoine pour se permettre de générer du patrimoine progressivement avec des produits très accessibles, ça c'est la recette. Alors vous m'avez offert la transition parce que vous décrivez, vous l'avez utilisé à l'instant, comme les démocratiseurs du patrimoine, laissant entendre que vous adressez à tout le monde. Alors justement, est-ce qu'il faut disposer d'un minimum d'argent ? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Quel est le portrait type ? Pour autant qu'il y en ait un d'ailleurs de l'investisseur. Le portrait type, c'est compliqué à caractériser. Le typologie de clients auxquels nous nous adressons, et celui-là je peux en parler, c'est la clientèle bancaire, les 18 millions de foyers qui aujourd'hui sont en lien avec leur agence bancaire de réseau et qui n'ont pas accès à la banque privée ou à des experts très, très pointus du patrimoine. Nous, on s'attache à démocratiser le patrimoine, c'est-à-dire à leur apporter à cette typologie de clientèle des produits de qualité ultra accessibles. Quand je dis ultra accessibles, c'est des contrats d'assurance vie très performants dès 50 €. Une dernière question, si vous le permettez. Juste en ce début d'année, un point de vigilance. Est-ce que vous en avez un à préconiser à nos auditeurs ? Le point de vigilance, il serait probablement autour de la situation des marchés, qui se situe à des niveaux élevés. Il faut les suivre. Il faut les suivre de près et surtout, il faut y rentrer progressivement. Imaginons, vous avez un héritage, une grosse somme d'argent. J'ai envie de dire, investissez-le progressivement, n'investissez pas tout d'un coup. Là, vous allez risquer d'investir au mauvais moment. Eh bien, le conseil sera noté. En tout cas, merci beaucoup Philippe Lozeral d'être passé du côté d'Ose Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Finzol. Tout de suite, tiens, on explique quelque chose. Intergestion Rennes, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez Investir, le coin de l'expert. Puisqu'on a le plaisir de retrouver en duplex cette fois-ci Sabine Tellier, notre consultante experte en gestion de patrimoine. Thomas, avec Sabine, vous allez nous parler des obligations dans le monde financier. C'est tout à fait ça, Jean-Marie. On va commencer donc par les entreprises. Sabine, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les obligations et comment sont-elles utiles pour ces fameuses entreprises ? Bien sûr, Thomas. Donc déjà, c'est un moyen pour les entreprises de collecter de l'argent pour leurs projets. C'est comme emprunter de l'argent à des investisseurs avec une promesse de le rembourser avec des intérêts avec une date fixe. C'est ce qui permet aux entreprises, d'ailleurs, en création comme des startups ou à des entreprises plus anciennes,
cotés en bourse ou pas, de financer justement leur projet de croissance. Et du point de vue des investisseurs, Sabine, pourquoi les obligations sont intéressantes ? C'est assez attrayant pour des investisseurs car elles offrent une option d'investissement beaucoup plus stable que les actions. En achetant des obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'entreprise émettrice et reçoivent bien sûr des intérêts réguliers. C'est un investissement plus ou moins risqué, attention, en fonction de l'entreprise à qui l'on prête de l'argent. C'est idéal pour diversifier d'ailleurs son portefeuille. Alors, y a-t-il d'autres avantages à les considérer, ces fameuses obligations ? Évidemment, les obligations, en fait, ça permet aussi de générer des revenus réguliers. Les paiements d'intérêts sont généralement très stables. C'est ce qui en fait un choix très adapté aux investisseurs à la recherche de sécurité et de prévisibilité. Mais alors, le rendement d'une obligation varie et comment du coup ? Alors, le rendement des obligues, ça dépend de deux facteurs principaux, qui est d'abord la durée et aussi le taux de défaut de l'entreprise. Le taux de défaut étant en fait la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Donc, plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. En outre, si l'entreprise a un faible risque de défaut, comme un Apple, un LVMH, le rendement sera beaucoup plus faible, généralement entre 3 et 4% sur 5 ans. En revanche, pour des startups ou les entreprises plus risquées, par exemple, le rendement potentiel peut être beaucoup plus élevé, allant de 7 à 10% sur la même durée. Alors du coup, et en résumé, Sabine, quel rôle jouent les obligations dans le monde financier, que vous soyez une entreprise ou un investisseur ? Pour résumer, les obligations en fait, permettent aux entreprises de collecter des fonds pour leurs projets, pour leur croissance, et elles offrent aux investisseurs une option d'investissement assez stable et prévisible. L'obligation reste un élément de diversification à considérer sérieusement dans un portefeuille. Voilà. Eh bien, merci à vous, Sabine Tellier. On vous trouve un prochain dimanche dans Oser investir sur Sud Radio. À bientôt, Thomas Binet. À dimanche prochain.